De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Martial Zebelinga, économiste et directeur du site africara.com, et de nos éditorialistes Gracia Nkindikiza et Shema Talem. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, le marché de la finance islamique se développe. Pourtant, la finance islamique représente toujours moins de 1% du champ d'action global de la microfinance. En Afrique de l'Ouest, outre le Togo, le Burkina Faso ou encore la Mauritanie, le Sénégal connaît quelques initiatives dans ce sens à travers la mutuelle d'épargne et de crédit islamique ainsi que la Banque islamique du Sénégal. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. Depuis quelques années, la microfinance islamique est à la mode dans plusieurs pays du monde. Avec une croissance annuelle d'au moins 25%, la finance islamique a connu une croissance ces dernières années avec des avoirs atteignant plus de 1500 milliards de dollars à travers le monde en 2011. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion. Initié dans les années 70, ce mode de financement inspiré des sources de l'islam, à savoir le Coran, a connu une expansion dans les années 80. La Dubai Islamic Bank a été la première banque islamique à voir le jour en 1975. Elle a été mise au point pour se conformer aux principes de la charia islamique tout en offrant le même niveau de satisfaction que les clients des banques classiques, sinon plus à la clientèle. En Asie, la Malaisie a été le premier pays à l'utiliser et jusqu'à la moitié de la clientèle est composée de non-musulmans. Au Soudan, presque tout le système bancaire est islamique. En Mauritanie, 5 à 6 banques et toutes les banques classiques ont un département finance islamique. Mais la question que tout le monde se pose est de savoir quelle est la différence entre les deux types de financement. La première caractéristique de la finance islamique est l'absence de taux d'intérêt. La banque classique repose sur le riba, l'usure, alors que l'usure est totalement prohibée en islam. La banque islamique ne fait pas d'usure, ni entre la banque et les déposants, ni entre la banque et les investisseurs. Et il y a 3 modes d'intervention de la banque islamique qui peuvent être un substitut à l'usure. Je crois que le principe numéro 1, lorsqu'on parle de finance islamique, c'est tout ce qui est intérêt, tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est thésaurisation. Donc tout cela est fortement condamné par cette philosophie. Cette philosophie de l'islam repose sur 5 principes que sont l'interdiction du taux d'intérêt, l'interdiction du garar, l'interdiction de financer une activité économique illicite, le partage des profits et des pertes et l'existence d'un actif sous-jacent dans toute opération financière. C'est pour cela que ces 4 dernières années, la Mauritanie a vu l'émergence d'environ 5 banques islamiques. Ces dernières constituent à peu près le tiers des banques opérant dans la République islamique. Grâce au succès rapide de ce nouveau mode financier, les banques classiques ont elles aussi essayé de s'adapter à la nouvelle donne en introduisant des produits et des services dits islamiques. Pour les acteurs financiers du pays, la finance islamique est un instrument de finance d'avenir. C'est que toutes les autorisations récentes des banques, ce sont des autorisations pour banque islamique. Toute création nouvelle, c'est une banque islamique. Et toutes les banques traditionnelles veulent maintenant se transformer en une banque islamique ou ouvrir des guichets ou des agences ou des succursales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir est pour la finance islamique. La finance est certes considérée comme un instrument de finance d'avenir. Curieusement, 72% de la population des pays à majorité musulmane utilise peu la microfinance islamique. Je pense d'abord qu'il y a une question d'information. D'information, c'est quoi la finance islamique? Je pense aussi qu'il y a tout ce qui touche l'islam. Souvent fait peur. Les musulmans souvent pensent que l'islam est fait pour poser des bombes. Beaucoup pensent que l'islam est fait pour uniquement prier et jeûner. Mais la finalité de tout cela, si on comprenait bien, c'est pour créer de la valeur. Et c'est pour que l'être humain, qui est au centre de tout, puisse prospérer et vivre heureux. Et pour qu'il vive heureux, il faut des instruments financiers. Hormis ce manque d'information des musulmans sur la finance islamique, la question du fonctionnement réel de la banque islamique se pose. Tout comme les autres banques, les ressources des banques islamiques proviennent d'abord de leur capital, des dépôts, des commissions sur les services rendus et des profits réalisés grâce aux projets financés.
En dehors de cela, les banques islamiques bénéficient de subventions. Par exemple, la BIS reçoit des subventions de l'État du Sénégal, abrite des lignes de refinancement du Fonds de promotion économique pour l'aider dans le financement des PME et une ligne de crédit auprès de la Banque islamique de développement dont le montant était de 2400 millions pour l'année 2005. Il y a plusieurs types dans la finance islamique d'instruments qui sont utilisés et qui permettent donc de prêter sans intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, la banque peut acheter le produit que la personne a envie d'acquérir et ensuite le faire payer au fur et à mesure en n'appliquant aucun intérêt là-dessus. C'est ce qu'est en train de faire par exemple la Banque islamique du Sénégal à l'heure actuelle. Le Sénégal, avec 95% de population musulmane, constitue un important vivier pour la finance islamique. C'est pourquoi, depuis quelques années, de nombreux établissements bancaires et de microcrédits s'orientent de plus en plus vers ce secteur. C'est une finance participative. Le porteur de projet trouve à travers la finance islamique le répondant qu'il faut pour concrétiser son idée, son projet. Votre partenaire bancaire islamique peut vous soutenir dans le cadre d'un partenariat basé sur le partage des risques. La banque apporte le capital, vous apportez votre expertise et au terme de l'investissement, une évaluation est faite de la rentabilité, de la profitabilité du projet. Et une clé de répartition aura été à l'avance définie entre vous, partenaires, pour la rémunération du travail et du capital en tant que facteur de production. En tant que finance qui s'intéresse aussi bien aux grands projets d'État qu'aux projets des micro et petites entreprises, c'est une finance adaptable qui répond à un problème réel de développement. C'est un outil de développement certain. De plus en plus, vous entendez parler du business halal. Tout part un peu de ce business-là halal qui est un monde économique plus vaste. Il faut que les musulmans comprennent qu'il ne s'agit pas de business entre musulmans ou pour musulmans, mais c'est un business avec une philosophie musulmane, mais qui s'intéresse en fait à toutes les économies, à tous les marchés. Donc c'est une ouverture extraordinaire. Pour pérenniser ces acquis, il convient d'abord de relever certains défis d'ordre juridique. Les défis de la finance islamique en Mauritanie, je dirais que ça commence d'abord par définir un cadre réglementaire pour la finance islamique. Et malheureusement pour l'instant, la finance islamique et la banque islamique travaillent dans le cadre conventionnel. Je pense qu'il est utile de faire un cadre qui va régir cette finance. Et ça c'est la charge de la Banque centrale de Mauritanie qui est l'autorité de tutelle. Au-delà des aspects juridiques, l'autre grand défi de la finance islamique est la vulgarisation. Mais n'empêche, le développement de la finance islamique représente une opportunité pour les pays africains. Les principaux pays promoteurs de la finance islamique possèdent des excédents de liquidités qu'il convient à tout prix de capter pour répondre aux importants besoins de financement des économies africaines. Reste maintenant à trouver un équilibre entre le modèle de financement classique et la finance islamique. Martial Zebelinga, en quoi la finance islamique peut-elle apporter des réponses aux problèmes de financement en Afrique? Grande question. Alors, il faudrait d'abord dire une chose, à mon avis. Il faudrait que nous évitions ce que j'appelle les nouvelles routes, les nouvelles fausses routes et les nouvelles routes de servitude. On aime bien s'enflammer sur des nouveaux concepts et des nouvelles idées en disant voilà, c'est ça la solution. Il n'y a pas une solution aux questions de développement, c'est des solutions complexes. Les questions de pauvreté, les questions de paupérisation sont des questions qui ont un répondant politique, social, etc. Cela dit, la finance islamique on va dire que d'emblée, elle a, dans ses principes en tout cas, quelque chose qui est assez sain. C'est-à-dire que c'est une finance éthique qui propose un contenu éthique. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un contenu en capital, on n'a pas seulement un contenu capitalistique, on a un contenu éthique qui consiste à dire nous, êtres humains, nous ne décidons pas, nous ne donnons pas le droit au capital de décider de ce que nous sommes. C'est nous qui décidons de comment le capital circule. Je trouve que ça, en soi, c'est extrêmement intéressant. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la finance islamique, comment cela fonctionne? Voilà, comment on y arrive concrètement?
La finance islamique repose en gros sur quelques principes. Le premier, c'est donc l'interdiction qui est coranique de l'usure, qu'on va appeler rapidement l'intérêt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter avec un taux d'intérêt. Donc il y a des techniques de remplacement donc du prêt à intérêt qui consistent pour la banque à aller directement acheter un bien et le vendre à la personne qui aurait voulu emprunter de l'argent pour acheter ce bien. On évite le taux d'intérêt. On ne peut pas spéculer. Il faut connaître les valeurs précises de ce qu'on achète. Donc il y a une forme d'interdiction à la spéculation. On ne peut pas non plus, on doit partager les gains et les pertes. Donc la banque prend des positions, elle prend des actions carrément dans les activités qu'elle finance, ce qui peut permettre d'équilibrer les choses. Alors l'avantage, si vous voulez, quand on prend l'ensemble des caractéristiques, on voit bien que des banquiers qui ne feraient pas de spéculation, c'est des banquiers qui vont s'intéresser à des opérations physiques qui sont des opérations souvent plus modestes, plus prédictibles. Donc a priori, ça peut aller un peu plus vers des populations nécessiteuses, vers des populations qui ne font pas d'énormes investissements. En ce sens-là, ça peut apporter des solutions aux populations plus pauvres. Mais il faut aussi relativiser cet argument pris globalement. Au-delà du principe, on peut se poser la question de jusqu'à quel niveau c'est réellement éthique, puisque les banques islamiques peuvent être refinancées par des banques centrales qui fonctionnent sur un modèle classique, donc qui fonctionnent avec intérêt, ça peut poser des soucis. Mais plus généralement, les attentes qu'on a fournies par rapport à la microfinance ont été quand même longtemps surévaluées. C'est pas, si vous voulez, la microfinance ne va pas vous construire un pont, elle ne va pas vous construire une infrastructure. Donc on a un peu trop rêvé sur la microfinance en disant, ben oui, on a des taux de remboursement qui sont importants. Mais ça ne veut absolument rien dire pour ceux qui sont pauvres. Ça veut simplement dire que les banques ont réussi à trouver les produits financiers qui leur permettent d'avoir les mêmes profits, sinon plus, sur des personnes pauvres que sur des personnes riches. Mais ça ne change pas fondamentalement. On n'a pas eu, avec l'avancée de la microfinance, on n'a pas eu une décrue des taux de pauvreté. Donc il faut savoir également ce qu'on assigne à la microfinance islamique comme mission. En l'occurrence, pourquoi on en parle davantage aujourd'hui? C'est parce que d'un côté, on a les prêteurs habituels qui sont en situation d'emprunt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, voilà, c'est la Chine qui finance quasiment le déficit américain. La Chine commence à financer également la dette européenne. L'Europe a ses propres problèmes et ne peut plus assurer les mêmes financements pour l'économie mondiale. Donc on se retourne vers les autres formes de financement. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire une diversification des sources de financement. En soi, c'est une bonne chose de diversifier parce que ça évite des dépendances qui ont posé des problèmes. C'est aussi une bonne chose d'avoir un contenu éthique parce que la finance capitaliste n'a pas fait que du bien aux économies africaines puisqu'elle a permis globalement de déterritorialiser les richesses africaines, les ressources africaines en tout cas, sans réellement impulser un véritable développement. Je pense que les Africains doivent s'inspirer beaucoup de la finance islamique sans forcément l'adopter complètement. Il faudrait l'adopter quand on estime qu'elle est bonne à prendre, mais s'inspirer du contenu éthique pour modeler un système financier africain, panafricain je dirais, avec un contenu éthique, en évitant les relations prédatrices, en évitant les problèmes qui ont été posés par la finance capitaliste classique. Jamal, vous êtes d'accord avec ce que dit Marcia Zebelinga? Globalement, oui. Globalement, oui. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. La finance islamique n'est pas nouvelle. C'est pas du tout quelque chose de nouveau ni à la mode. Du tout. C'est devenu à la mode. Pourquoi? Parce que la crise de subprime, dans les années 2008-2009, 2007 d'abord aux États-Unis, a créé une situation nouvelle. C'est-à-dire que le crédit interbancaire n'existe plus. Et donc ça a asséché le marché financier. À partir du moment où le marché financier est devenu asséché et que le crédit interbancaire n'existait plus, il faut bien trouver les finances quelque part. Et tout le monde sait que déjà en 2007, on a environ 500 milliards de dollars de fonds destinés à la finance islamique, qui ne sont pas, cher Martial, financés du tout par les banques centrales qui font de l'usure du tout. Ça provient normalement de la vente, de la rente des pays musulmans eux-mêmes qui sont rentiers et pas du tout spéculateurs. La différence avec les autres, c'est quoi? C'est que quand vous avez une banque classique occidentale, d'abord, malheureusement, elle finance très peu l'économie, c'est ce qu'on rapproche pas au capitalisme, mais à la financiarisation de l'économie. Et c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire que la banque
quand elle a une salle de marché, elle est capable de faire 80% de son produit, les 20% restants, elle les distribue en crédit, donc pour financer l'économie comme elle veut. C'est ce qu'on appelle la morale, je suppose. Parce que moi, je n'aime pas trop le mot de moralisation du capitalisme. Ça n'existe pas, ça. Et puis après, donc, la finance islamique, elle n'est pas venue, parce qu'elle est là, encore une fois, depuis toujours. Sauf que, du coup, là, on l'a retrouvée en Occident. On l'a retrouvée dans les pays qui sont, en gros, les pays qui distribuent les bons et les mauvais points de la finance internationale. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que désormais, parce qu'en réalité, ces mêmes pays-là la pratiquent déjà sous forme différente. Ça s'appelle le leasing. En réalité, l'idée, c'est quoi? C'est que j'achète un produit et je me fais payer sur une commission. En gros, c'est un peu ça. Elle a évidemment une difficulté elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une double taxation. C'est-à-dire qu'il y a la taxation au moment de l'achat, au moment de la revente aux propriétaires. Et c'est ce qui rend les finances islamiques beaucoup plus chères sur le marché. Ce qui fait d'ailleurs que le produit était très peu attractif. Oui, mais en tout cas, le produit était très peu attractif dans les pays occidentaux. Évidemment que ce n'est pas la seule raison. La raison, c'était que les pays occidentaux n'en avaient pas besoin parce qu'ils étaient eux-mêmes financés sur leur propre marché. Et donc, c'est tout ça à la fois. En réalité, la cherté du produit a fait pendant très longtemps sa difficulté. Sauf que, depuis que le marché financier international est devenu complètement asséché, on s'est rendu compte en définitive que c'est la cherté d'au-delà n'est plus tellement cherté. Et puis surtout, des 500 milliards ou des 700 milliards de l'époque, ou de 500 milliards, on est passé à 1500 milliards aujourd'hui disponibles. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'épargne, de financement tellement colossale qu'on ne peut évidemment pas passer à côté. Et donc des pays comme la France ont changé les législations et il est normal, encore une fois, que le continent africain le fasse. Alors évidemment que la règle simple, facile tout de suite, c'est de dire les pays d'Afrique musulmans en profitent d'abord. Sauf que c'est d'abord une finance, c'est d'abord une banque. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord le profit. Je veux dire, elle n'est pas en train de chercher un pays comme le Sénégal parce que c'est un pays musulman. Non, c'est une finance qui dit, moi j'ai une éthique. Le taux d'intérêt, je n'en veux pas. Surtout quand il est usurier. Mais enfin, il est usurier, il est interdit un peu partout. Deuxièmement, quand il y a de l'alcool et des jeux, je ne finance pas. Donc j'ai des règles dans lesquelles je finance. Puis après, j'ai des conditions. Et en général, c'est bien. Moi, vous savez très bien ma haine de la microfinance, mais ça n'a rien à voir. Gracie, à votre avis, les atouts de la microfinance islamique pour l'Afrique? Oui, les atouts, c'est parce que déjà les banques nous prêtent, comme toujours, les banques s'intéressent aux gens qui ont beaucoup d'argent et demandent aussi des garanties. Or, on voit bien la banque, la finance islamique prête en leasing ou en location, ce qu'on peut appeler, par exemple, location-vente, c'est-à-dire qu'on peut avancer, quelqu'un peut acquérir un bien qu'il n'aurait pas pu acquérir avec une banque classique parce qu'il n'a pas déjà de garantie, il n'a pas beaucoup de fonds par rapport à la banque, donc pour dire, voilà, je demande un crédit de 5 millions et donc je vais vous rembourser comme ça. Mais en mettant à la disposition sous forme de location ou de leasing, les gens, les pauvres peuvent, bon, pas les pauvres, mais les moyens, peuvent acquérir, peuvent accéder à la propriété ou à la richesse, ce qui ne se fait pas avec les autres banques. Mais en même temps, il faut voir que, Jemal l'a dit, notamment au niveau des leasing, est-ce que si les taux d'intérêt baissent dans certains pays, malheureusement en Afrique, les taux d'intérêt sont assez chers par rapport aux autres pays. Si les taux d'intérêt, par exemple, se trouvent à 2-3% comme en Europe ou à presque à 0% comme au Japon, donc la place de la banque islamique commence en fait à disparaître. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Ce jeudi avait lieu le sommet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les dirigeants d'Afrique de l'Est réunis à Addis Abeba ont tenté de faire pression sur les belligérants du Sud-Soudan, car malgré les différents accords de paix, les combats se poursuivent. Et au Cameroun, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'intensifie. L'armée doit faire face notamment à des combattants mieux équipés ayant récupéré de l'arsenal militaire nigérian. La frontière est d'ailleurs devenue une zone de combat. Nous allons marquer une nouvelle pause. Un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.